Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Stéphane Claireau pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen de la proposition de loi relative aux droits individuels à la formation des élus locaux et aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Ce texte, présenté par nos collègues du groupe socialiste du Sénat, vise à rendre effectif le droit individuel à la formation des élus locaux qui, faute de décret d'application, n'a pas encore pu être exercé. En effet, l'article 15 de la loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, a instauré un droit individuel à la formation des élus municipaux, départementaux et régionaux. En application de ces dispositions, les élus locaux peuvent bénéficier d'une formation d'une durée annuelle de 20 heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financée par une cotisation obligatoire. Ces formations doivent pouvoir servir à l'exercice de leur mandat par l'élu ou à la préparation de sa réinsertion professionnelle. À l'occasion de l'examen de cette loi, si nous nous étions déclarés tout à fait favorables à la reconnaissance d'un congé de formation professionnelle ou au bénéfice d'un bilan de compétences pour l'ensemble des élus, nous avions émis des inquiétudes quant à la mise en place d'un droit individuel à la formation reconnu aux élus, et notamment en ce que ce droit pouvait concerner des formations sans lien avec l'exercice de son mandat par l'élu, faisant craindre une professionnalisation de la fonction d'élu à laquelle nous nous sommes opposés avec constance. Il apparaissait donc nécessaire de mettre en place des organismes capables d'assurer un contrôle de l'exercice de ce droit individuel à la formation par les élus locaux. Le dispositif de l'article 1er, en prévoyant la création d'un fonds chargé du financement de ce droit et en confiant la gestion administrative, technique et financière à la Caisse des dépôts et consignations, semble répondre à cette exigence. En effet, la Caisse des dépôts et consignations sera chargée d'instruire les demandes de formation présentées par les élus. Or, la compétence de cet organisme n'est plus à démontrer en raison de son expertise dans le domaine de la formation ou des prestations accordées aux élus locaux, en particulier ceux se trouvant en fin de mandat ou en matière de gestion de certains régimes de retraite. En ce sens, nous sommes rassurés par le fait qu'un bilan de la gestion du fonds de financement du droit individuel à la formation fasse l'objet d'une information annuelle du Comité des finances locales. Cette information permettra un contrôle effectif des formations accordées aux élus locaux et des fonds mobilisés à ce titre. Nous sommes d'ailleurs satisfaits par les précisions apportées par le texte quant aux bénéficiaires de ce droit individuel à la formation. Celui-ci est financé par une cotisation prélevée sur les indemnités de fonction, mais il bénéficie à l'ensemble des élus, qu'ils perçoivent ou non une indemnité. Enfin, s'agissant des Outre-mer, il apparaît essentiel que le dispositif de droit individuel à la formation, pour entrer réellement en vigueur dans la pratique et pour bénéficier à l'ensemble des élus locaux, tienne compte de l'isolement de nombreuses collectivités d'outre-mer et de l'absence d'offres de formation spécialisées sur place. Il est dès lors indispensable que l'organisme collecteur et les gestionnaires du droit individuel à la formation prévoient dès l'origine les conditions pratiques et financières de mise à disposition d'agents formateurs compétents ayant la possibilité de se rendre dans ces collectivités isolées, et je pense ici évidemment tout particulièrement à ma circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon. À défaut, le droit à la formation des élus risque d'y rester au stade de vœux pieux, créant un statut des élus différencié selon la localisation de leur territoire d'élection. Si le texte initialement présenté par nos collègues sénateurs ne concernait que la formation des élus locaux, il a, suite à l'adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, été enrichi par des dispositions relatives au régime indemnitaire des membres des syndicats intercommunaux. L'article 3 de ce texte vient combler une difficulté soulevée par l'adoption de l'article 42 de la loi NOTRe concernant le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes, et nous souscrivons à cette démarche. En effet, au cours des nombreux débats sur la loi NOTRe, a été introduite une disposition octroyant le bénéfice d'une indemnité de fonction aux seuls présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes disposant d'un périmètre supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présent sur le même territoire. En revanche, aucune disposition n'était prévue pour les syndicats mixtes ouverts, dits restreints. En outre, cette suppression des indemnités était applicable dès la publication de la loi NOTRe, alors qu'un report d'application au 1er janvier 2017 aurait été plus cohérent avec la date d'entrée en application de la future carte intercommunale. Dans un souci de coordination avec l'ensemble des règles applicables à l'intercommunalité,
Le report de la suppression du bénéfice des indemnités pour les présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes, dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, apparaissait donc comme étant la meilleure solution. De même, la mise en place de manière rétroactive du bénéfice des indemnités de fonction pour les syndicats, quel que soit leur périmètre, est une mesure souhaitée par les élus. Le texte adopté par le Sénat est examiné aujourd'hui dans notre hémicycle et permet de combler certaines des difficultés connues par les élus locaux. Ainsi, pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera le texte que nous examinons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Claireau. Pour le groupe Gauche démocrate et républicain,